Je suis très content, c'est ma première participation au CREG, parce qu'on a un peu changé de vie l'année dernière. Et donc ça me fait plaisir que vous nous ayez déjà invités. Donc IL-23, on les attend, effectivement, on est un peu frustrés, on pensait les avoir. Les dermatologues, vous allez le voir, les ont déjà depuis longtemps et ça va beaucoup modifier leur pratique. Et la question que m'avait posée Patrick, c'était est-ce que nous, on attend la même révolution? On va voir avec les données qu'on a. Ça, c'est mes liens d'intérêt. On les attend parce qu'en fait, vous savez que les anti-TNF qui ont révolutionné la prise en charge des maladies et des Mickey et qui ont abouti au concept qu'on peut obtenir des cicatrisations, que ça a changé, les objectifs thérapeutiques, STRIDE, la cicatrisation. Malheureusement, ils ont une durée de vie relativement limitée. Vous voyez que ça, c'est des études qui montrent la perte de réponse qui est assez rapide la première année quand on prend une cohorte de vraie vie. Et c'est des médicaments qui, malheureusement, perdent 5 à 10% d'efficacité par an, ce qui fait que, grosso modo, chez un malade qui va bien sous anti-TNF, on peut estimer que 50% des patients à 5 ans n'ont plus d'anti-TNF, et donc il faut des solutions de recours. Et donc on a ces nouveaux anti-interleukines 23, dont on sait qu'ils ont un rôle physiopathologique important dans les Mickey. Et donc il y a des données de physiopathologie qui les positionnent relativement bien. La première donnée, c'est des études génétiques, puisque vous savez que dans les gènes de susceptibilité qui confèrent des risques de développer des maladies inflammatoires chroniques intestinales, la génétique est peu importante. Il y a à peu près 200 gènes de susceptibilité, mais l'IL-23 et le récepteur de l'interleukine 23 sont dans plusieurs études génétiques des facteurs protecteurs, dans le sens où des patients ou des gens qui ont une mutation du récepteur de l'interleukine 23 ne développent pas de maladie de Crohn et également de rectocolite hémorragique, mais c'est plus prouvé dans la maladie de Crohn, ce qui veut dire que quand on n'a pas d'IL-23 ou pas la possibilité de réagir à l'interleukine 23, on ne développe pas de Mickey, et c'est un facteur protecteur montré dans plusieurs études. Vous avez ici, pour vous rappeler, les récepteurs à l'interleukine 23 à gauche et à l'interleukine 12 à droite, qui ont comme particularité commune d'avoir une partie de leur récepteur qui est P40, qui est commune aux deux voies, interleukine 23, interleukine 12. Or, vous savez que l'ustekinumab, que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est un anti-interleukine 12-23, bloque P40 et donc bloque les voies de signalisation des deux récepteurs. Et en fait, le récepteur de l'interleukine 23, et donc les anti-interleukines 23, sont spécifiques de P19 et ne bloquent que la voie de signalisation de l'interleukine 23, mais pas de l'interleukine 12. Et en fait, on voit que ça commande des voies de signalisation un petit peu différentes, dans le sens où, ce qui est très spécifique de l'interleukine 23, c'est de promouvoir une inflammation chronique, des cellules inflammatoires chroniques qui sont beaucoup la voie TH17. Et en fait, les lymphocytes TH17 sont des lymphocytes qui sont majoritairement exprimés, présents dans les tissus où il y a une inflammation chronique non contrôlée. Donc très très spécifique de l'inflammation chronique non contrôlée. Et donc voilà, ça bloque vraiment cette capacité d'activer des cellules immunes des tissus où il y a une inflammation chronique non contrôlée. Il y a un autre mécanisme de l'interleukine 23. Quand il y a eu des modèles animaux où des souris étaient invalidées pour l'interleukine 23 ou le récepteur, on se rendait compte aussi que certains modèles résistaient aux infections et qu'on n'arrivait pas à infecter avec certains germes, notamment agressifs, ces souris-là. Ce qui peut être une explication aussi que quand on bloque l'interleukine 23, on peut faire un petit peu moins d'infections sévères. C'est peut-être une des explications également de la tolérance. Quand on va regarder ce qui se passe au niveau des muqueuses inflammatoires de patients avec RCH réfractaires qui ont échappé aux anti-TNF à gauche, maladie de Crohn réfractaire qui ont échappé aux anti-TNF et à certaines biothérapies, on s'aperçoit que dans les muqueuses inflammatoires, il y a des fortes expressions de l'interleukine 17, de l'interleukine 23 qui persistent. Ce qui veut dire que bloquer cette voie-là a probablement du sens chez les malades réfractaires et que c'est un trait. L'autre chose aussi, c'est que ça n'est exprimé que dans des tissus inflammatoires chroniques. Ce qui veut dire que quand on bloque l'interleukine 23, on va s'attaquer à des tissus inflammés, mais cette cytokine, elle n'est pas exprimée dans les tissus sains ou non malades. Ce qui veut dire que ça explique probablement le fait de la très bonne tolérance. Quand vous mettez un médicament comme ça n'attaque que les tissus inflammatoires et il y a peu de cibles exprimées dans les tissus sains, donc il n'y a
peu de risque d'avoir un effet off-target. Donc on en a deux dont on espère depuis quelque temps l'arrivée. Un qui a l'AMM dans la maladie de Crohn, qui est le risankizumab, que vous connaissez. Donc les termes de l'AMM, c'est des malades en échec de thérapie conventionnelle et d'un anti-TNF. Donc c'est le Skyrizi pour son nom commercial. On attend évidemment les histoires de prix de remboursement. Et pour la rectocolite hémorragique, celui qui a obtenu l'AMM, c'est le mirikizumab, avec son nom commercial Omvo, dont là, les termes de l'AMM, c'est d'avoir été en échec, d'avoir une RCH active en échec d'un traitement conventionnel ou d'une biothérapie. Et là, on attend l'avis de l'HAS qui a pris beaucoup de retard pour se déterminer et voir si on pourra obtenir le remboursement. Une petite aparté, on est un petit peu inquiet avec les négociations qu'il y a en cours sur les prix des médicaments, etc. Et il ne faudrait absolument pas qu'on se retrouve dans la situation française où ces médicaments ne seraient pas remboursés, parce que ce serait quand même un peu dommage pour nos patients qu'on ne puisse pas l'avoir. Et donc c'est vrai que les négociations sont âpres et on espère qu'elles vont aboutir en premier pour le bien de nos patients. Donc là, c'est les données. Je vais vous montrer les données des deux molécules qu'on devrait avoir. Le mirikizumab dans la rectocolite hémorragique et puis le risankizumab dans la maladie de Crohn. Donc les données d'efficacité reposent sur cet essai de phase 3 qui s'appelle le programme Lucent pour le mirikizumab, qui a inclus des patients RCH actifs, vous voyez, dont près de 40% étaient en échec de biothérapie ou d'anti-JAK. Les anti-JAK étaient possibles, donc un profil de malade relativement sévère. Et donc, avec une administration en induction intraveineuse, 300 mg, semaine 0, 4, 8. Il y avait la possibilité dans cet essai, lorsqu'il n'y avait pas de réponse à la phase d'induction, de prolonger l'induction intraveineuse pour 8 semaines supplémentaires. Et ensuite, il y avait une randomisation pour un traitement de maintien qui était 200 mg en sous-cutané. Donc ça, ce sont les résultats de l'induction. Vous voyez des bons résultats avec un delta significatif de près de 10 points entre le placebo et le mirikizumab. Et ce que vous voyez à droite, c'est la rapidité d'action, puisque ça marche très vite. Et c'est le premier essai qui s'est un peu intéressé à un symptôme dont se plaignent les patients, mais qui n'était pas mesurable et mesuré jusqu'à présent, qui est l'impériosité, le fait de devoir se rendre aux toilettes de façon urgente et de difficulté de se retenir. C'est un symptôme que, c'est vrai, l'équipe Lilly et cet essai mirikizumab a mis en lumière. Et donc maintenant, il y a plein d'initiatives et notamment des études qui se montent pour essayer de créer des scores pour l'intégrer au suivi des patients et voir parmi toutes les molécules lesquelles ont un effet rapide sur ce symptôme qui est extrêmement invalidant. Les données en maintien, vous voyez que l'effet se maintient puisqu'on a à peu près un malade sur deux qui est en rémission à 1 an avec des très bons taux de cicatrisation et surtout cette espèce de plateau qu'on voit avec les anti-IL-23 avec un très bon effet qui se maintient dans le temps. Pour le risankizumab qui est testé, lui, dans la maladie de Crohn, il y avait 2 essais contrôlés randomisés d'induction, Advance et Motivate. Dans Advance, il y avait des malades en échec de traitement conventionnel et à peu près la moitié d'échecs de biothérapie. Dans Motivate, c'était des malades extrêmement réfractaires. Ils avaient tous eu un échec d'au moins une biothérapie avec un schéma d'induction intraveineux, puis une randomisation ensuite pour les répondeurs dans l'étude d'entretien. Ça, c'est les caractéristiques des patients dans les 2 essais d'induction en parallèle. Et donc, vous voyez que ce soit l'essai Advance et l'essai Motivate, je vous rappelle, dans Motivate, c'était des patients un petit peu plus réfractaires. Alors, il y avait des critères qui étaient différents selon que les patients étaient aux États-Unis ou c'était le CDAI, ou en Europe pour les critères de l'EMA, de l'Agence européenne du médicament, qui étaient en fait les PRO2, le nombre de selles et les douleurs abdominales. Mais vous voyez qu'on a des résultats extrêmement concordants, c'est-à-dire à la fin de la période d'induction, vous avez à peu près 40% des malades qui sont en rémission clinique dans les 2 essais, ce qui sont des résultats extrêmement intéressants avec une rapidité d'action qui, là encore, au bout de quelques semaines, on a une différence entre le placebo, que ce soit sur les symptômes, nombre de selles, douleurs abdominales. Ensuite, dans l'essai d'entretien, donc c'est du risankizumab
sous-cutané à 360 mg ou 180 mg ou du placebo toutes les 8 semaines. Et donc, vous voyez ici dans le graphe de gauche que l'effet se maintient, est obtenu chez plus d'un patient sur deux en termes de rémission clinique et une réponse endoscopique chez près d'un patient sur deux également à 1 an. Et ce qui est très intéressant avec ces molécules, je l'ai déjà dit, c'est cette espèce de plateau. On a très peu de baisse d'efficacité, voire pas d'effet de baisse d'efficacité dans les études de suivi ici à 100 semaines. Voilà, pour ce qui est de la tolérance, je vous passe les tableaux. C'est vraiment... Il n'y a pas de signal important concernant la safety. En tout cas, il n'y a pas de différence avec celle qui est rapportée avec l'ustekinumab que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Et en pratique, pour les patients, vous voyez que c'est des dispositifs qui sont un tout petit peu différents. Le risankizumab, c'est des doses un peu plus importantes. Et donc, c'est un diffuseur sous-cutané. C'est une espèce de cassette que le patient s'applique sur la peau. Et c'est une injection un petit peu lente d'un volume un peu plus important. Ça a eu le marquage CE, il va falloir apprendre aux patients à utiliser ce dispositif. Pour le mirikizumab, ce sont des stylos à 100 mg. Peut-être qu'il y aura des stylos à 200, on verra. Et pour l'autre, qui est le guselkumab, qui mettra un petit peu plus de temps à arriver, c'est un stylo qui ressemble un peu à un levier de vitesse, où on peut injecter quelle que soit l'inclinaison. Donc c'est un dispositif encore un peu différent. Je ne vous ai pas parlé du guselkumab, il arrive. Ça, c'est un peu moins avancé dans les phases. Là, c'est plutôt des essais de phase 2. Ici, c'est le guselkumab qui est donc un autre anti-IL-12-23 et ses résultats dans la maladie de Crohn avec les essais Galaxy. Dans cet essai de phase 2, il y a eu une recherche de dose, mais également un bras comparateur qui était ici en violet à droite, qui était l'ustekinumab, où vous voyez que dans cette phase 2, il n'y avait pas de statistiques réalisées entre l'ustekinumab et les différentes doses de guselkumab, et on n'a pas l'impression que ça fait vraiment beaucoup mieux que l'ustekinumab, mais encore une fois, le design de l'essai et les statistiques n'ont pas été faits dans ce sens-là. Il faudra attendre les essais de phase 3 et les essais comparatifs pour être sûr de ça, mais en tout cas, avec cette molécule, on n'a pas un sentiment d'une supériorité. Et donc, par rapport à l'ustekinumab. Donc, un peu plus de détails sur les patients bio-exposés, puisqu'en fait, c'est ça le cœur, puisqu'on ne l'aura probablement pas en première ligne. Donc, ça va intéresser des patients qui ont déjà été exposés, donc pour la maladie de Crohn, majoritairement aux anti-TNF. Pour la RCH, il aurait pu avoir du vedolizumab, bien sûr. Donc, ça, c'est les données de l'étude Lucent, mirikizumab, rectocolite hémorragique. Et donc, vous voyez que quand les patients ont été exposés aux anti-TNF, c'est ce qui est marqué en termes de réponse clinique ou en termes de rémission endoscopique à l'induction à 12 semaines, on a une différence significative qui est moins importante évidemment que chez les bio-naïfs, comme dans toutes les biothérapies, mais qui se maintient et qui se maintient de façon intéressante puisque c'est quand même un patient sur deux qui répond à l'induction, qui est en rémission au bout de l'induction. Et quand on regarde ce qui se passe à 1 an, les patients en rémission clinique sans corticoïdes à 1 an, c'est 40% chez les bioexposés, c'est 47% chez les bionaïfs, ce qui est tout à fait honorable avec un delta qui se maintient. Et pareil pour la rémission endoscopique, ce qui est un critère dur. À 1 an, c'est un patient sur deux qui est cicatrisé, ce qui sont des très beaux taux et une belle efficacité. Pour le risankizumab dans la maladie de Crohn, on a des données qui sont également positives avec une bonne efficacité chez les patients bio-exposés. Je vous passe la diapositive, elle est difficile à lire. Quand on a eu le risankizumab en ATU dans la maladie de Crohn, on a mis dans les centres experts tous les patients réfractaires chez qui il n'y avait pas de solution. Et donc le GTED a fait un registre de ces patients, maladie de Crohn, en échec de beaucoup de traitements. Et donc il y a eu 100 patients de colligés. Tous avaient eu plusieurs biologiques, au moins 3 biothérapies. Tous avaient eu de l'ustekinumab. Et donc vous voyez que les résultats à 12 semaines, c'est qu'on a près de 70 à 80% des patients qui étaient répondeurs en réponse clinique. Et donc, c'est extrêmement encourageant. Et en tout cas, nous, on a eu comme ça cette impression que même chez des patients qui étaient en échec du ustekinumab, le risankizumab pour la maladie de Crohn était une option qui était tout à fait intéressante et sûre. Alors, la question, c'est son positionnement par rapport
c'est leur positionnement par rapport à l'ustekinumab. Et c'était la question, est-ce que les dermatologues ont fait ces comparatifs? Donc là, vous avez une étude de dermatologie dans le psoriasis avec un objectif qui était ambitieux, c'était le PASI 90. PASI 90, c'est disparition de 90% des plaques de psoriasis sur la peau. Et donc ça, c'est un essai contrôlé randomisé qui est ancien, Lancet 2018. Donc les dermatologues utilisent ces anti-IL-23, on fait ces comparatifs depuis de nombreuses années. Et donc vous voyez ici, c'est 2 essais parallèles, un peu comme Motivate et Fortify, 2 essais parallèles où vous avez à l'induction à 12 semaines 70% de PASI 90 avec le risankizumab, 40% avec l'ustekinumab, et ensuite les patients sous placebo chez qui on a mis du risankizumab retrouvent la courbe du risankizumab princeps dans les 2 études. Donc en fait un delta extrêmement important entre l'ustekinumab et l'anti-IL-23. Ce qui fait qu'actuellement en dermatologie, c'est positionné avant l'ustekinumab lorsque les psoriasis sont relativement sévères. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude du guselkumab qui a mis un bras comparateur ustekinumab, il n'y a pas de statistiques, mais quand on regarde les barres et la proportion de patients répondeurs, on n'a pas l'impression d'une différence majeure, ce qui n'est pas le cas du dernier essai contrôlé phase-phase qui a fait beaucoup de bruit du risankizumab dans la maladie de Crohn, comparé à l'ustekinumab avec un vrai essai phase-phase de patients avec maladie de Crohn active qui avaient eu au moins un anti-TNF et qui ont été randomisés entre risankizumab et ustekinumab. Alors, c'était une étude qui avait un critère principal composite, c'est-à-dire qu'on regardait à 24 semaines la réponse, la rémission clinique, et là, c'était une étude de non-infériorité. Par contre, à 48 semaines, on regardait les différences de cicatrisation endoscopique et de rémission endoscopique. Et là, c'était designé comme une étude de supériorité, avec plusieurs essais, plusieurs critères secondaires. Là, vous avez la population de l'étude, en gros 250 patients dans chaque bras, sans différence. Et en fait, les critères sont tous les deux positifs en faveur d'une meilleure rémission clinique à 24 semaines et d'une rémission endoscopique à 48 semaines, avec des deltas qui sont importants de l'ordre de 15 points. Ce qui fait que cette étude, qui est une étude de non-infériorité à 24 semaines, a été considérée comme positive, puisqu'en fait le delta était suffisamment important pour dire que statistiquement, méthodologiquement, on pouvait conclure à une supériorité, ce qui est une subtilité statistique, mais qui est relativement solide tout de même. Donc une efficacité, risankizumab versus ustekinumab dans la maladie de Crohn, il y a une supériorité du risankizumab. Ce qui ne semble pas être le cas du guselkumab, encore que il faudra des études dédiées pour le montrer. En termes de safety, il n'y a pas de signal, et puis on aura des données avec le mirikizumab, puisque avec le mirikizumab dans l'étude Vivid, il y a une comparaison mirikizumab versus ustekinumab avec ce design-là, qui est un design continu. Les répondeurs à l'induction, ils ne sont pas randomisés, ils continuent leur traitement, ce qui correspond plus à un design d'essai clinique qui est ce qu'on attend dans la vraie vie, de la vraie efficacité d'un médicament en induction et en entretien, avec des doses ici, vous voyez, qui sont supérieures d'1,5 fois, puisque c'est 900 mg en induction intraveineuse, alors que c'est 600 dans la rectocolite hémorragique, et que c'est 300 mg en entretien, alors que c'est 200 mg pour chaque injection dans la rectocolite hémorragique. On a déjà des données entre mirikizumab et placebo qui montrent une belle supériorité. Et puis pour ce qui est de la comparaison avec l'ustekinumab, je pense que ce sera communiqué en 2024. Et donc ça, je ne vais pas empiéter trop sur le topo de Marian, mais on a aussi une utilisation de ces nouveaux traitements qui se dégagent en combiothérapie, puisque cette étude VEGA, donc je pense que Marian, tu vas en parler, qui a utilisé une comparaison d'une association guselkumab-golimumab dans des patients avec une rectocolite hémorragique active naïf d'anti-TNF, qui était une induction de la rémission avec une association anti-TNF, anti-IL-23 versus anti-IL-23 tout seul versus golimumab tout seul.
eh bien, a montré une nette supériorité. Vous savez qu'il y a cette espèce de plafond de verre qui fait que quand on fait un essai contrôlé randomisé avec une nouvelle biothérapie, un nouveau médicament innovant, on a à peu près 30% maximum de rémission à l'induction. Et là, on monte à plus que ça, puisque c'était 47% avec le bras, donc presque un patient sur deux en rémission à l'induction lorsqu'on fait cette association-là. Ensuite, dans le temps, les patients qui ont commencé avec une association de biologique gardent un avantage en termes de cicatrisation qui se maintient. Et c'est pourquoi vous avez Janssen qui promeut le guselkumab, qui a lancé 2 grosses études d'association et de combiothérapie, qui sont les programmes DUET en rectocolite hémorragique et en maladie de Crohn, qui va tester des associations de combiothérapie en induction, en maintien, avec des histoires de bridge où on arrête soit l'un, soit l'autre, ce qui vous fait des designs extrêmement compliqués. Quand on inclut un malade dans un essai comme ça, c'est compliqué de lui dire ce qu'il va recevoir et c'est compliqué de lui dire ce qu'il va avoir, mais en tout cas, toutes les situations vont être évaluées, c'est-à-dire soit en association forte d'emblée, soit en levant le pied sur un des 2 médicaments, soit en le maintenant à des doses différentes. Donc on aura probablement la réponse de l'intérêt de ces associations et dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en dermatologie et dans la maladie de Crohn, on a maintenant des essais phase-phase qui démontrent la supériorité d'un anti-IL-23 par rapport à l'ustekinumab et aux anti-IL-12, au moins avec le risankizumab, c'est clairement montré. Avec les autres anti-IL-23, il va falloir voir, parce que peut-être que pharmacologiquement, ils ne sont pas tous équivalents. Il va falloir des études dédiées pour le montrer. Ce qui est très intéressant, c'est que là, clairement, des malades en échec du ustekinumab peuvent être rattrapés par des anti-IL-23. On le sait dans le psoriasis, on le sait grâce à l'étude du GTED, et on sait que dans certains essais, il y a eu des patients exposés à l'ustekinumab qui répondaient aux anti-IL-12. On ne sait pas pourquoi il y a une supériorité mécanistique des anti-IL-23 sur les anti-IL-12, puisque en fait, l'ustekinumab bloque aussi la voie en théorie de l'IL-23, et ça, on n'a aucune explication claire de ce mécanisme-là. Et en tout cas, on sait que la sécurité, la safety est excellente pour les raisons physiopathologiques que je vous ai dites et qui sont des hypothèses, mais qui ont l'air de tenir, comme dans la vraie vie et dans les études dont on dispose. Et puis, peut-être qu'il y a une place un petit peu particulière d'utilisation en combiothérapie pour taper fort au début, mais ça, c'est Marion qui va nous le dire. Voilà, je vous remercie. C'est ouvert à la discussion pour avoir quelques questions, si vous avez des questions. On les fait peut-être grouper, non? Parce que Comme vous voulez. Bon, on peut faire grouper aussi. Après, moi, je peux t'en poser. Oui, Une question. Oui, j'ai une question, enfin une remarque et une question. La remarque, c'est que tu as essayé de nous expliquer, mais effectivement, on a du mal à expliquer que les anti-IL-23 spécifiques, c'est pas un avatar tout à fait de l'ustekinumab, et que probablement les voies d'inhibition sont pas tout à fait les mêmes, ou en tout cas privilégient la voie TH17 et que ça a un intérêt. Mais il y a encore des choses à comprendre. Et deuxièmement, sur les modalités d'administration du risankizumab, tu penses qu'il va quand même falloir qu'on travaille beaucoup avec nos patients, que ça va venir facilement? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est différent de ce qu'on a connu jusqu'alors. Alors, c'est le nouveau dispositif d'injection, la cassette. C'est pas ce qu'on fait actuellement, puisqu'on a encore des malades en ATU qui ont le risankizumab et qui sont des injections classiques. 360 mg. Donc là, le dispositif, nous, on ne l'a pas eu dans les mains, mais ça va nécessiter probablement un apprentissage. On nous dit que c'est facile. Ça doit l'être, parce que je pense qu'il y a eu quand même quelques investissements. Mais c'est vrai que c'est un nouveau dispositif, tu as raison. Ouais. À tester, ouais. Moi, j'avais une remarque aussi, mais tu as répondu, mais on attend le remboursement, mais a priori, dans la maladie de Crohn, le séquençage va être plutôt simple finalement, puisque après échec des anti-TNF, c'est probablement les molécules qu'on va privilégier. Voilà. Oui, après peut-être qu'on fera des après, c'est comme toute nouvelle molécule, il faut le temps de l'apprivoiser. De l'apprivoiser. Il faut le temps de l'apprivoiser, mais c'est vrai que les données, elles sont quand même... Il faudra voir les données qu'on a peut-être aussi dans les labs. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient sorties là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il y avait de patients.
Ouais. Parce que ça sera aussi un élément important dans les décisions thérapeutiques par rapport à d'autres molécules comme les anti-JAK, etc. Alors, il y a un essai dédié, notamment avec le guselkumab, randomisé, guselkumab versus placebo dans les LAP. Donc ça, on aura des données normalement, encore qu'il n'est pas lancé, l'essai, à ma connaissance, au moins en France. Pour les autres, non, ça va être des données post-hoc. Et puis après, il y aura le positionnement de la RCH qui sera peut-être... Oui. Je sais pas forcément plus compliqué, mais après... Dans la RCH, il y a aujourd'hui plus de choix que dans la maladie de Crohn et des discussions beaucoup plus compliquées parce que les schémas des patients ne sont pas les mêmes selon qu'on commence par du vedolizumab ou qu'on commence par un anti-TNF. Et déjà, avec les molécules disponibles, les anti-JAK, le Vedo, les anti-TNF, l'ustekinumab, on a des discussions beaucoup plus compliquées dans la RCH. Donc je pense que ça va la compliquer encore. Et c'est pour ça qu'il faut des RCP et qu'il va falloir s'acculturer à ces nouvelles associations. Ça risque de les compliquer, sauf si on est de plus en plus contraint par le périmètre de remboursement. Voilà, oui. Et on sent venir dans la RCH une sorte de guide, de rail qu'on va devoir suivre pour tous les patients pour obtenir celui d'après. Et finalement, les nouveaux vont venir se positionner en bout de course avec des résultats qui sont évidemment moins bons quand tu as eu 1, 2, 3 échecs successifs préalables. Exactement. C'est toute la difficulté de convaincre les autorités qu'on a quand même besoin d'avoir un panel de biologiques parce que c'est des maladies chroniques, c'est des traitements que les malades gardent plus ou moins longtemps, que les autorités demandent de plus en plus des études de face-face pour répondre au positionnement, alors qu'en rhumatologie et en dermatologie, il ne semble pas y avoir cette exigence pour obtenir des médicaments coûteux remboursés. Donc on a un vrai handicap en gastro qu'on commence à avoir par rapport aux dermatologues et aux rhumatologues, pour lesquels il n'y a pas eu autant de difficultés. Allez, une dernière question pour Thierry, on ne prend pas trop de retard, mais vas-y Thierry. Une question courte en fait. Ouais. Face à ces difficultés de médicaments, alors qu'ils existent dans les pays, d'autres pays européens, est-ce que dans les zones limitrophes, j'habite à côté d'Italie, ça existe pour d'autres médicaments, les gens vont se servir de l'autre côté de la frontière. Est-ce que c'est possible? Pas possible? Est-ce qu'il y a des accords? Est-ce que vous savez ça ou pas? Oui, moi, j'ai pas de notion. Ouais, non, je pense pas. C'est quand même cher. Hein. Je suis pas sûr que... Des fois, pour des techniques opératoires qu'on ne peut pas faire des chirurgies compliquées, hein, dans un pays, je ne parle pas de Procto, hein, c'est autorisé sous accord de faire dans d'autres endroits parce qu'il y a des preuves scientifiques. Voilà, c'est dans ce sens-là. Déjà, avec le Questran, c'est compliqué et c'est moins cher d'aller se fournir à l'étranger. Donc, avec une biothérapie, je pense que c'est... Je sais pas trop. Voilà. Bon, ben, merci Xavier.